Responsable de la bombe atomique. Oui, oui, les physiciens et la bombe atomique. Les chimistes avec Fritz Haber. Ah oui, Il faut imaginer les années 20 et 30 dans lesquelles le public se disait, parce qu'à l'aube du XXe siècle, la science était sur un podium, la science allait résoudre toutes les misères et maladies qui assaillaient l'humanité de toujours. On était à l'aube d'une ère. Alors, dans les années 20 et 30, les citoyens ordinaires étaient très. Ils ne comprenaient pas comment un scientifique avait pu travailler à développer des gaz de combat et à rechercher quels étaient les gaz les plus efficaces pour tuer les êtres humains. Ça, c'est Haber. Hein? Et Fritz Haber, eh bien, sa famille a disparu dans les camps de la mort. C'est un juif allemand qui a découvert les gaz de combat et qui a fini dans la chambre à gaz. Il faut le faire. C'est comme Guillotin, il a inventé la guillotine, il a été l'un des premiers à guillotiner. Non, il n'a pas été guillotiné. Il n'a pas été guillotiné, Guillotin. Ah bon. Il y avait une émission sur la guillotine. Oui, moi j'avais l'impression que oui, non, ça devait être tué. Comment? Moi je pensais que oui aussi. Je pensais qu'il s'était fait guillotiner. Mais il y avait une émission sur la guillotine. Il a inventé la guillotine. Et alors, le résultat. Il s'appelait guillotine. Oui, c'est ça. Oui, le médecin. On se posait la question de savoir s'il avait été guillotiné lui aussi. Oui. Et alors, Oui, je sais. tout au long du siècle, on va avoir des remises en cause. Et alors là, j'en avais toute une liste que je n'ai pas apportée. Là, par exemple, le De quoi? le comité Russell, le moratoire d'Asinomar, on arrête de faire des expériences génétiques. Le moratoire de quoi tu dis? Asinomar. Ah oui. Bon, toi, de quoi? On arrête de faire des expériences génétiques, hein, c'est ça? Ah oui. Oui. Les promoteurs des droits de l'homme se sont dit, c'était des scientifiques, René Cassin et autres, ils ont dit on est obligé de rechercher en dehors de la science des bases éthiques à notre action, et quasiment religieuses. Oui, bien sûr. Et alors, il faut reconnaître que encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui croient encore au déterminisme, et ça va dans la justice, par exemple. Est-ce qu'un criminel est vraiment responsable de ses actes? On te dit des choses de ce genre. C'est le père et le fils aussi. Non, mais la question n'est pas là. La question, c'est que parce qu'on part de l'idée punitive. Il faut punir, il faut éduquer. La question n'est pas là. Je sais que chez les animaux, moi j'ai vu, j'avais des chats, j'adorais les chats. C'était une époque, c'était juste après la guerre, il n'y avait pas beaucoup de nourriture pour tout le monde. C'était en Tunisie, j'avais une chatte. On mangeait les chats, oui. Non, c'est ça, c'est que pour allaiter ces chats, la plupart de ces chats, elle cannibalisait le plus faible. Celui qui n'avait pas la force de se nourrir, elle le cannibalisait pour avoir assez de lait pour le donner aux autres. Je veux dire, alors, elle ne s'est pas posée de questions éthiques. C'est une question pratique. C'est probablement la sélection naturelle qui l'a programmé comme ça. Donc la question à se poser, c'est un criminel, un grand criminel, je ne parle pas de quelqu'un qui tue son voisin dans une crise de colère, mais un grand criminel qui est comme ça, la question est de savoir si ce n'est pas le devoir de la société, le droit de l'éliminer, purement et simplement. Voilà. Est-ce qu'il est responsable ou pas responsable, hein? Je veux dire, on n'en sort pas. Hein. Tu vas droit loin, toi. Hein. Je suis pas sûr de te suivre sur ce sentier, mais bon. C'est autre chose. Ouais. Non, mais... Et alors, les études sur le chaos, alors précisément, Henri Poincaré a parlé du chaos, c'est lui qui a initié les études sur ce sujet, et il dit une petite cause très faible que nous ne voyons pas peut modifier considérablement l'évolution d'un phénomène, et il donne pour exemple la trajectoire des cyclones, on dirait aujourd'hui l'effet papillon,
Et un autre exemple, il dit la conception de Napoléon par ses parents. Eh oui, Alors, ça parle plus. Christian, Cause d'effet, hein. Non, tu as raison, Il dit, il parle de Napoléon. oui, il dit quoi que nous fassions, nous ne pouvons pas connaître les choses avec une précision infinie. Donc c'est l'anti-Laplace. Oui, oui, c'est anti-Laplace. Alors, je peux dire un mot? Ce qu'il a dit sur Napoléon, ça a été dit d'une autre façon par Blaise Pascal. Mais enfin, je t'en prie. Le nez de Cléopâtre, Oui, oui, il eût été plus long, la face du monde en eût été changée. plus court. Comment? Oui, c'est bizarre, c'est plus court effectivement l'origine, dans le texte original. Ouais, ben, s'il avait été plus long, Octave et César ne se seraient pas querellés, etc. Voilà. Oui, c'est ça. Enfin, bon. Et donc, les philosophes débattent de la question et disent est-ce que l'on peut vraiment avoir une idée? Sommes-nous libres ou sommes-nous déterminés? Toutes les expériences scientifiques à ce sujet donnent des résultats ambigus. Mais on comprend beaucoup mieux le monde si on admet comme postulat il y a une source de liberté dans chaque être humain. Absolument. Attends, excuse-moi, mais Poincaré, il a fait quelque chose de plus. Tu as cité une phrase, c'est très bien. Il a inventé la théorie mathématique, c'est mathématicien, des phénomènes non linéaire. Et il a montré que quand des phénomènes sont régis par des équations non linéaires, même classiques, en dehors de la mécanique quantique, en dehors du principe de Heisenberg, classique, il y a un indéterminisme là-dedans. Voilà. Donc il a créé... Parmi les phénomènes, il y avait effectivement Heisenberg et le principe d'incertitude. Non mais c'était avant. Gödel et Ça c'est autre chose, c'est pas de la mécanique quantique. non, C'est en mécanique classique qu'il a étudié les phénomènes de chaos. il écrit au sujet du problème des trois corps. Exactement. Imaginez ces deux courbes qui ne se replient jamais, ne se recroisent jamais sur elles-mêmes, mais se croisent l'une l'autre une infinité de fois dans tous les sens, dans toutes les mailles d'un réseau sur lesquelles elles reviennent toujours une infinité de fois. Je n'essaierai même pas de dessiner cette courbe. Bien sûr. Oui, ça, comme ça. Tu vois, tu connais le bouquin, tu connais le bouquin de Ivar Ekland qui s'appelle le calcul imprévu. Là, Je l'ai entendu parler, mais alors ça, il développe de façon extrêmement claire, mais je veux dire, pédagogique, toutes ces théories de Poincaré en montrant comment il est passé de la mécanique classique à une mécanique non linéaire et du chaos hors de la mécanique quantique. Ça n'a rien à voir, hein, encore une fois. C'est hors mécanique quantique. La mécanique quantique, c'est autre chose, c'est un autre monde, c'est un autre paradigme. Eh bien, n'empêche que c'est pas évident. Ah. Oui, parce que, bien sûr, ça m'est rencontré plusieurs fois, des physiciens ordinaires disent oui, j'admets que la mécanique quantique soit une source de hasard et tout ce qu'on veut, mais c'est tellement petit par rapport aux phénomènes que j'étudie que ça n'a aucune importance. Et quand on leur demande de faire le calcul, le développement exponentiel de l'écart entre deux courbes voisines, on obtient des réponses du genre « ça alors, c'est tellement rapide, j'aurais jamais cru ». Et alors, à toutes les échelles de la nature, l'échelle quantique, microscopique, ordinaire, planétaire, astronomique, eh bien, les phénomènes chaotiques rendent à peu près impossible le calcul des éléments individuels, comme la position et la vitesse d'une particule, mais stabilisent les effets statistiques, comme la température, la pression, la densité. Et les aérodynamiciens, pour prendre cet exemple, utilisent les équations statistiques sur la température, la densité et la pression, ils les utilisent exactement comme s'ils étaient parfaits.
Ça, c'est la même chose en mécanique Et quantique. à chaque échelle de la nature, eh ben, ces éléments deviennent à leur tour des éléments dont il faut prendre les valeurs statistiques. Et les astronomes, à l'échelle finale, eh bien, ils utilisent la notion de centre de gravité d'un astre qui évite de leur avoir à travailler sur les mouvements, les courants et tout ce qu'on veut dans cet astre. Mais l'effet papillon, ça sort de ça, ça sort de là. L'effet papillon, il n'y a pas de statistiques là-dedans. Hein, c'est comme la naissance de L'effet Napoléon. papillon, c'est très étonnant. Voilà, ça c'est Quand- unique. Quand on parle de l'effet papillon à des gens qui ne sont pas convaincus, ils vous disent oh oui, mais la météo, elle a encore des progrès à faire. Hein? Ou bien c'est une image de statisticien, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Alors ça a été très étudié par Poincaré, il n'y a rien à faire. Ni météo, ni rien. Alors, le résultat, un des résultats étonnants que ça a donné, c'est une modification de l'image de Dieu fantastique. Dans le passé, on avait Dieu janséniste, si j'ose dire, qui vous surveille, compte vos péchés, et puis vous fait la balance de tout ça à la fin, une image quand même assez repoussante. C'est une bonne Et, calculatrice. Hein. ça, on arrive à une image totalement différente. Dieu est amour, et il a fait l'expérience de la liberté, donc il ne peut pas corriger nos fautes, ça, on serait plus libre. Mais il en souffre. Et c'est étonnant de voir à quel point même des personnes âgées, je parle de mon grand-père, ma grand-mère par exemple, hein, qui parlaient de l'incendie du bazar de la Charité, et qui étaient honteux de dire mais c'est pas possible. À l'époque, on a dit que c'était une punition divine. Mais c'est pas possible. Et autrement dit, mes grands-parents avaient déjà une mentalité moderne. Mais il faut reconnaître que dans l'esprit des fanatiques, Dieu n'a pas évolué et qu'ils sont prêts à vous ouvrir le ventre pour le bonheur de Dieu. Je vous Oui, remercie. mais avec le sida, on a vu aussi réapparaître un discours, tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, dans les années 80-90, ce sont des homosexuels, donc c'est la punition divine, quoi. Enfin, voilà. On a entendu